L'émergence de la question environnementale change la donne de nos sociétés au niveau planétaire et impose des changements de paradigme. Quelle est la contribution de la recherche? Cette question, nous l'avons posée à Bernard Maris, économiste et chroniqueur à France Inter. Il va vous livrer son point de vue sur cette question. Pour montrer d'abord que je vais échouer dans ma tentative, si vous voulez, de définir le changement de paradigme et les contributions de la recherche, je vais reprendre une phrase d'Einstein qui dit « On ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré ». Donc à partir de là, je sais qu'il me faudrait une sorte de métalangue pour essayer de comprendre quel est le changement de paradigme auquel nous allons assister. Vous savez que c'est la vieille thèse de Thomas Kuhn qui impose une rupture. Il faut avoir un regard éloigné pour comprendre le changement de société. Alors, mais où en sommes-nous? Là, où en sommes-nous? Nous sommes dans un paradigme que je qualifierais de technocapitalisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes posés sur deux mythes de l'abondance. Un mythe qui a été posé par Jean-Baptiste Say, l'autre par Karl Marx. C'est l'idée d'un mythe libéral et un mythe socialiste qui se rejoignent finalement, qui sont l'un et l'autre matérialistes, abondancistes, et qui sont des mythes de la croissance et du progrès indéfini. C'est-à-dire que l'homme va faire des progrès jusqu'à ce qu'il devienne, je ne sais pas moi, Dieu, quelque chose comme ça, quoi. Et dans ces deux mythes, la Terre est inépuisable. Dans les deux mythes, le mythe libéral ou le mythe matérialiste, la Terre est inépuisable, c'est-à-dire que la croissance, finalement, permettra à la prise au tas, à l'abondance matérielle. Pour Marx, la frustration disparaîtra, l'homme deviendra bon, ça sera à chacun selon ses besoins. Les hommes resteront perpétuellement en paix pour Jean-Baptiste Say et pour les libéraux, il n'y aura plus jamais de guerre. Les hommes ne se détesteront plus, ils ne s'exploiteront plus, dirait Marx. Et puis il y a eu d'autres penseurs qui ont pensé que le mythe de l'abondance était peut-être quelque chose de pas tout à fait vrai, par exemple George Skurugen ou même Keynes, un économiste que j'aime beaucoup. La première question que je vais poser, si vous le permettez, c'est comment définir notre paradigme technocapitaliste? Quelle est l'essence du capitalisme? Je peux dire le marché, si ça vous gêne. Si le capitalisme est trop connoté, trop violent, je peux dire autre chose. Mais c'est pas, on va appeler ça capitalisme, accumulation, capitalisme. Et je vais convoquer pour beaucoup d'auteurs, je pourrais convoquer beaucoup d'auteurs pour m'aider à saisir cette essence, mais en fait, je vais en convoquer trois. Je vais convoquer Max Weber, Freud et René Girard. Vous me direz, pourquoi pas Keynes, vous qui êtes keynésien, économiste? Bon, disons que Freud contient Keynes d'une certaine manière. Il est pour moi évident que Keynes est le fils de Max Weber et de Freud. La deuxième question que je vais poser, c'est comment en sortir? Comment en sortir en conservant des choses qui ne sont pas si mal quand même, les Lumières, le progrès, l'humanisme, la croissance, avec deux points d'interrogation. C'est peut-être pas si mal la croissance, c'est peut-être mal. Mon ami Serge Latouche dirait non, on a des croissances, abondance frugale, des choses comme ça. Moi, je dis que c'est pas si mal. Le bien-être, la démocratie, deux points d'interrogation aussi. Toutes ces catégories qui ont accompagné l'expansion capitaliste. Et alors, pour répondre à cette deuxième question, si vous le permettez, je vais passer par une troisième. Quelles sont les perversions du technocapitalisme? J'en vois quatre. Je les garde sous la manche pour vous laisser la surprise tout à l'heure. Mais enfin, bon, je pourrais vous les donner maintenant. Mais ces quatre débouchent sur une cinquième qui est la perversion des perversions. Ce qui m'amènera à poser la quatrième question de cet exposé. C'est que pourquoi la perversion des perversions? Pourquoi le capitalisme? Au nom de l'allongement de l'espérance de vie, je pense que c'est son grand succès. Si je disais quelque chose à retenir du capitalisme, eh bien je retiendrai l'allongement de l'espérance de vie. Nous vivons en moyenne plus longtemps. Nous restons en moyenne plus longtemps sur la Terre. Pourquoi, au nom de l'allongement de l'espérance de vie, fait-il la guerre aux vivants? Et là, vous allez voir que, très curieusement, nous allons tomber sur une question d'une actualité extraordinaire. Nous allons tomber sur la question de la dette. Nous allons tomber, et la question de la dette est essentielle pour comprendre quelle est la nature de la croissance, de l'accumulation, et pourquoi, en conséquence, cette croissance et cette accumulation vont provoquer ce que j'appellerais la guerre aux vivants. Et à partir de là, j'irai naturellement vers une cinquième question, qui est plus facile. Quelles sont les sorties du technocapitalisme? Peut-on envisager un nouveau paradigme pacifié, ou alors une fin de l'histoire, ou quelque autre chose? Et là, vous allez voir que, en conclusion, les chercheurs que vous êtes, ont un rôle absolument éminent à jouer. Mais en introduction, si vous le permettez, je vais vous parler de notre passé et de notre futur à travers la Chine. Ma petite introduction s'appellera « La Chine, notre passé et notre futur ». Je vais vous rappeler que la Chine a tout inventé, sauf le capitalisme. C'est quand même curieux. Et une des grandes questions que se posent les historiens, c'est pourquoi ce pays qui a tout inventé
n'a pas créé l'économie marchande, n'a pas créé le capitalisme? La réponse est relativement simple, mais permettez-moi de vous rappeler que si les Chinois ont inventé la poudre, bien sûr, l'horloge mécanique, l'imprimerie, le papier au IXe siècle, ce qui, avec une écriture par idéogramme, c'est assez remarquable, il faut le reconnaître. Si elle a inventé la brouette, si elle a inventé l'étrier, le collier rigide pour les chevaux, la boussole, la porcelaine, le fameux gouvernail d'Étambot qui a permis à l'amiral Zinguet de faire le tour de l'Afrique bien avant les Portugais et de voyager aussi loin, puisque les Chinois prétendent aujourd'hui avoir découvert l'Amérique, mais enfin bon, ça c'est pas sûr. Hein. Mais surtout, la machine à filer le chanvre. Et pourquoi je parle de la machine à filer le chanvre? Parce que la navette volante de Kay de 1733 et la fameuse Spinning Jenny de Hargreaves de 1764 sont connues des Chinois dès le XIe siècle et sont transmises aux cités italiennes au XIIIe siècle. Et ce qu'on ignore assez souvent, ce que moi du moins j'ignorais, c'est que la waterframe de Arkwright, en 1785, machine à filer par roue à eau, est d'origine chinoise aussi. Donc cette machine à filer sera mue ensuite par la machine à vapeur de Watt, et ce sera la révolution industrielle, mais toutes ces inventions ont déjà été le fait de la Chine. Et puis vous savez qu'au XIe siècle, les hauts fourneaux chinois produisent autant que la Grande-Bretagne au XVIIIe siècle. Bref. Les Chinois ont tout découvert, mais finalement, ça ne les a pas intéressés de l'appliquer à l'accumulation et à la croissance. Ils se replient sur eux-mêmes. Il faudra des guerres, les guerres de l'opium, pour les faire sortir de leur isolement. Pourquoi ont-ils tout découvert? Mais pour une raison extrêmement simple, parce qu'ils étaient les plus gros en termes de population et qu'ils étaient les plus urbanisés, donc les plus cultivés. Et si vous permettez, je comparerai les inventions aux mutations génétiques. Elles apparaissent dues au hasard et puis elles sont sélectionnées si elles sont favorables par la pression du milieu économique. C'est en Chine qu'il y avait la plus grande quantité de gènes susceptibles de muter, donc les inventions, les mutations génétiques se sont produites là. Et rassurez-vous, avec la mondialisation, vous allez découvrir des tas de choses pour le plus grand bien ou pour le plus grand mal de l'humanité, bien sûr. Mais pourquoi donc, c'est là ma conclusion, pourquoi les Chinois qui ont tout inventé n'ont pas inventé le capitalisme? Parce que pour eux, ces inventions n'étaient pas destinées à l'accélération du temps, au progrès de productivité, qui est la marque de l'Europe, qui est la marque du capitalisme européen, qui est la marque de ce que nous vivons encore dans notre paradigme, qui est l'accélération du temps. Le temps n'est pas démocratique, le temps appartient à l'empereur, qui d'ailleurs avait le droit de changer les horloges et la scansion du temps. Ma première question donc, on va voir pourquoi l'essence du technocapitalisme est très particulière. Eh bien, premièrement, donc, l'essence du technocapitalisme, Laurent me coupera si je suis un peu trop long, enfin, j'espère pas. Ça va. Ce capitalisme financier et commercial est très vieux. C'est une très vieille histoire. Vous savez qu'en ce moment, nous avons des problèmes de dette. Nous avons des credit default swaps, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui spéculent sur la valeur de la dette française, et la dette française ne vaut pas plus que la dette mexicaine aujourd'hui. Bien, et le credit default swap est connu des Phéniciens, c'est-à-dire que le crédit, l'assurance sur une dette, qui fait qu'on se prévaut, qu'on se prémunit sur la valeur future et les variations de la valeur future de ces dettes, et déjà, ce sont déjà des inventions aussi vieilles que le concept d'assurance, qui sont très vieilles. Donc le grand commerce est aussi vieux que l'humanité. Sauf que le grand commerce, ce n'est pas le capitalisme, parce que le marché intérieur n'existe pas, et pour une raison qui, à mon avis, est fondamentale, que va renverser notre monde de technocapitalisme, c'est que le travail est ignoble. Le travail est considéré comme quelque chose d'absolument déshonorant. C'est Homo hierarchicus qui précède Homo servus, Homo laborans et Homo economicus. Je suis Homo economicus, je ne suis pas l'homme du futur paradigme, je suis encore Homo economicus. Le travail est ignoble, le négoce est ignoble. Le négoce, étymologiquement, ça veut... Alors, ignoble au sens étymologique, ça veut dire que ce n'est pas noble. Et négoce, ça veut dire que c'est celui qui nie l'oisiveté. Je ne sais pas si vous avez regardé sur Arte l'autre jour Le Guépard. Je regardais, je me suis régalé. Et on voit le prince Salinas. Que fait le prince Salinas? Bien entendu, c'est le parangon de cette société. Eh bien, il regarde les étoiles. Et donc, effectivement, il regarde les étoiles. Aujourd'hui, regarder les étoiles, ce n'est pas quelque chose de terrible, d'autant qu'on ne les voit plus. La ville, aujourd'hui, interdit de regarder les étoiles. Alors, la ville européenne, en revanche, a inventé la liberté, elle a inventé l'égalité, elle a inventé l'individu, elle a inventé le marché intérieur, et l'adage fondamental, la vie le rend libre, c'est ça l'essence du capitalisme. Le capitalisme n'est pas une civilisation rurale, même si on a découvert les enclosures, c'est la ville qui invente l'individu seul en face de Dieu, avec sa raison et son calcul, les eaux glacées du calcul égoïste, disait Marx, les Lumières, tout simplement. D'où la première remarque que vous aurez à traiter, vous chercheurs,
la première grande contradiction, la grande dialectique, c'est la contradiction de l'individu et du collectif. L'eau est un bien collectif. L'air est un bien collectif. Évidemment, si je fais échec au sommet de Copenhague, c'est que je n'ai pas envie de traiter collectivement la question de l'air. J'ai envie que, pour l'instant, on continue chacun à s'approprier d'une certaine manière l'air en le polluant, chacun à sa manière. Vous vous souvenez que l'expansion de l'Angleterre, ça fut la question des enclosures, c'est-à-dire la répartition de la propriété qui finalement fit migrer tous les pauvres paysans vers la ville. Deuxièmement, la ville invente le marché et le marché est absolument égalitaire. Je crois qu'il faut comprendre que nous sommes dans une société où le mythe fondamental, l'un des mythes fondateurs, au-delà de l'accumulation éternelle, c'est le mythe de l'égalité. Et particulièrement en France, qui est la France qui est particulièrement marquée par ce mythe de l'égalité. Mais ce qui a fait le capitalisme et le technocapitalisme, c'est la laïcisation du temps, le fait que le temps est devenu démocratique et que le temps du capital est un temps qui n'est pas cyclique, c'est un temps linéaire. Et vous avez là, chers chercheurs, la troisième grande contradiction entre le temps de l'économie et le temps de l'écologie, c'est que le temps de l'économie, c'est un temps linéaire, un temps de l'accumulation, un temps de la croissance, alors que le temps de l'écologie, c'est un temps du cycle, du recommencement. Et le temps de l'économie est un temps de la réversibilité, c'est un temps réversible, c'est le vieux temps de la physique, où la boule peut revenir au centre une fois qu'elle a fait le tour du bol. L'offre et la demande font qu'après que les prix ont augmenté, les prix vont baisser. C'est ça la réversibilité du temps que connaissent bien les économistes, qui fait que le marché s'autorégule. C'est ça la réversibilité. Alors que le temps de la nature, c'est le temps de l'irréversibilité. Et ça aussi, c'est une contradiction qui, effectivement, fait qu'on ne peut pas comprendre, dans notre vieux paradigme, qui est le paradigme du temps linéaire, quelque chose qui lui échappe. Voilà, alors nous sommes dans cette société avec une conséquence essentielle du temps linéaire, c'est que le travail va devenir notre raison de vivre, notre raison d'être, le travail qui est un refus de la consommation de la vie, un refus de la vie, un détour de temps. Qu'est-ce que le capital? Sinon un détour de temps. Je refuse de consacrer mon temps à exister, je détourne du temps pour accumuler. Le capital est du travail cristallisé, disait Marx. Je pense qu'on ne peut pas mieux dire. On cristallise du travail dans l'accumulation. Je pense que le retard de l'islam tient en grande partie au fait que le temps n'y est pas encore tout à fait laïcisé, alors qu'il a été laïcisé depuis très longtemps dans les sociétés européennes, avec les beffrois qui montrent les horloges, etc. Le temps est démocratisé. Et nous verrons que la démocratie a quelque chose à voir avec le changement de paradigme aussi. Bien, eh bien voilà, la révolution industrielle est toute simple. C'est que les Européens ont découvert l'application systématique de l'économie de temps à la croissance. La révolution industrielle britannique, c'est l'accroissement de la productivité. Ce que vous cherchez, vous chercheurs en général, c'est de l'accroissement de productivité. Vous cherchez à être plus efficace, d'améliorer l'efficacité, donc vous cherchez à gagner du temps. La mondialisation, c'est une nouvelle étape de la division du travail. C'est le moment où, enfin, les Chinois se sont mis au travail. Je dirais que les 30 glorieuses, c'est le moment où les femmes françaises sont passées majoritairement sur le marché du travail, ce qui a permis aux hommes d'avoir de belles retraites ensuite. Et puis, en ce moment, eh bien, le fait que les Chinois aillent au travail, voilà, qui fait que c'est le grand moment de la mondialisation. Je ne dis pas que les hommes s'arrêteront de découvrir des choses par hasard. Ce que nos amis anglo-saxons appellent la sérendipité. On cherche quelque chose et on trouve quelque chose à côté. On trouve la grotte de Lascaux alors qu'on ne cherchait pas la grotte de Lascaux. On trouve la grotte Chauvet parce qu'on cherchait plus ou moins la grotte Chauvet, puisque Chauvet était en train de faire des explorations dans le temps. Mais en même temps, chers chercheurs, vous le savez encore mieux que moi, vous qui publiez ou sinon vous périssez, eh bien notre époque est une époque de recherche systématique et appliquée. L'industrie exige de vous des découvertes. Il faut que vous publiez, il faut que vous accumuliez les publications, comme, bien entendu, le capital accumule de l'argent. Et les chercheurs d'aujourd'hui sont dans l'esprit du capitalisme, et c'est très bien, c'est comme ça. Ils sont dans l'accumulation systématique, la recherche systématique ayant pour but d'augmenter la productivité. Bien, pourquoi tout ça? Eh bien, oui, moi je pense que le grand succès du capitalisme, il est incontestable, c'est l'allongement de l'espérance de vie. Je vais rester en moyenne plus longtemps sur cette bonne terre que ne sont restés mes parents, et que ne sont restés mes grands-parents et mes arrière-grands-parents, etc. Je voudrais faire ici une remarque essentielle sur la protection des faibles. C'est-à-dire,
le rejet du darwinisme social, la dialectique altruisme-individualisme. Le capitalisme va s'accommoder de cette donnée essentielle qui est intrinsèque de l'espèce humaine, dans laquelle Darwin voyait le grand progrès de l'espèce humaine par rapport aux autres espèces. La sortie de la loi de la jungle, il n'y a pas un mot plus stupide pour un économiste que loi de la jungle. Ça, vraiment, si l'humanité n'est pas dans la loi de la jungle, qui est la recherche de la résilience et le refus de l'élimination des faibles. C'est-à-dire que cette espèce très curieuse, qui marche sur deux pattes, refuse d'éliminer les faibles. Et donc ce refus de la loi de la jungle, ce refus du darwinisme social, ce refus de la sélection des races, etc., c'est le grand défi actuel de l'humanité. Et particulièrement de pays comme l'Europe et demain de la Chine, où le vieillissement va nous obliger à des efforts d'altruisme, de compassion, d'assistance et donc de productivité. Nous y sommes là toujours aussi. Si avec peu de travail actif, il faut entretenir beaucoup de faibles, ce que nous ferons bien volontiers, car c'est intrinsèquement lié à notre espèce, je le pense, de ne pas éliminer les faibles, il faudra faire énormément de progrès de productivité. De sorte que ce cher capitalisme n'est pas mu uniquement par le cheval de la compétition. Il est mu aussi par le cheval de la coopération. Et si je faisais une différence entre le capitalisme d'outre-Rhin de nos cousins germains, et notre propre capitalisme, je dirais que le capitalisme rhénan, le capitalisme d'Allemagne est beaucoup plus coopératif que le nôtre. C'est-à-dire c'est coopération entre les entreprises elles-mêmes, coopération entre les grandes entreprises et les petites entreprises, synergie entre le public et le privé, etc. Chose que nous avons synergie entre les syndicats et les entrepreneurs, chose que nous avons beaucoup plus de difficultés, étant plus individualistes, à manier qu'eux. Donc votre nouveau paradigme devra sortir de la dialectique, il sortira, grandi de la dialectique coopération-compétition individuelle et collective. Ma deuxième question, c'est l'équation croissance-progrès. Pourquoi le progrès, c'est la croissance? Et est-ce que le progrès, c'est la croissance? Si j'étais là si Keynes était à côté de moi, je pense qu'il sortirait de la salle. Parce qu'il n'aurait pas du tout cette idée-là. Alors, je vais vous donner 5 manifestations du progrès, selon moi. La première est essentielle. La première, c'est la promesse de paix. La vieille société est éminemment guerrière. Là, il faut regarder du côté des anthropologues, il faut lire Pierre Clastres, d'autres. C'est-à-dire que pour les sociétés, les Indiens d'Amérique du Nord, par exemple, c'est l'état de guerre qui est l'état normal. L'état de paix est l'état anormal. Notre société est une société fondamentalement pacifique ou qui se prétend pacifique. Le marché est pacificateur. Ça, c'est la grande leçon des libéraux. Le marché apporte la paix. Faites du commerce, vous ne ferez pas la guerre. Alors, peut-être le président de région connaît-il cette phrase de Jean Jaurès, le capitalisme porte la guerre comme la nuée porte l'orage. Bon, c'est une phrase de Jean Jaurès qui est absolument magnifique, qui dit que finalement le capitalisme est un faux pacificateur, mais c'est vrai que tant que le capitalisme fait du commerce, il ne fait pas la guerre. Et avant les périodes de guerre, on constate statistiquement un accroissement du commerce international, et on constate, juste avant la guerre, par exemple dans les années 30, un effondrement du commerce international. Donc le marché est pacificateur. Au sens étymologique, marché, ça veut dire merci, et pacifier, ça veut dire payer. C'est-à-dire pacifier, la paix et le paiement ont la même étymologie. Deuxième manifestation du progrès, l'éducation. Indiscutablement, par la libération du temps, par la productivité, eh bien, le temps libéré est un détour de temps, c'est du capital humain, certes, mais ce capital humain est éduqué. Donc, indiscutablement, la croissance a apporté l'éducation. Alors, je ne veux pas, attention, j'ai 10 000 historiens dans cette salle, donc je ne vais pas me sortir avec le goudron et les plumes. Je sais très bien qu'il y a eu d'immenses efforts d'accumulation. Je connais un petit peu, pas beaucoup, mais ce qui s'est passé dans les sociétés dites précapitalistes, bien sûr, mais c'est vrai qu'il y a eu un immense effort d'alphabétisation et d'éducation qui a été réalisé dans la société industrielle. Et dans cette éducation, il y a l'émancipation des femmes, à mon sens, c'est un grand progrès, et la protection des enfants, qui est aussi un très très grand progrès. Souvenez-vous qu'il faut lire les livres de Philippe Ariès, qui sont absolument admirables, sur la mort et sur l'enfance dans l'ancienne société, où effectivement l'enfant est absolument protégé. Par exemple, une ville comme Corbeil, eh bien, l'étymologie de Corbeil, c'est corbillard, parce qu'on voyait revenir les enfants qui étaient mis en nourrice, qu'on envoyait à la campagne, par les Parisiennes plus ou moins riches, elles envoyaient à la campagne, et puis ils revenaient, la plupart mouraient, une grande partie mourait. Bon.
Donc l'enfant, c'est la vie d'une bête, hein, disait Bossuet. Là, cette société attache une très très grande importance à l'enfant. Enfin, troisième point, cette éducation apporte la démocratie, le marché apporte l'égalité, et l'éducation fait le citoyen. Hein, la Révolution française, c'est deux personnages, c'est Condorcet, l'éducation, et c'est Le Chapelier, le marché. Donc l'égalité, l'éducation apporte l'égalité, mais le marché aussi apporte l'égalité. Quatrième manifestation du progrès, si vous le permettez, je suis un petit peu moins sûr de moi, là. Hein, là plus j'avance, moi je suis sûr de moi. Mais c'est l'éradication de la douleur et de la mort. Je pense que cette société a un projet qui est d'éradiquer la douleur, et puis elle a cette espèce de fantasme, qu'on voit notamment dans le transhumanisme, des choses comme ça, et qui est l'éradication de la mort. Comme dirait Philippe Muret, même la mort n'emmène pas large aujourd'hui. Bon. Donc, alors, l'éradication de la douleur et de la mort, c'est l'allongement de la vie, et c'est le paradoxe de l'espérance de vie, c'est-à-dire que ce n'est pas la qualité de votre vie qui est importante, c'est la quantité de votre vie, c'est le règne de la quantité. Et cinquième progrès, dont je vois quelques lueurs se décider, mais qui pour moi est essentiel, c'est le sort fait aux animaux. C'est-à-dire que, alors comme disait l'un des plus grands inventeurs de tous les temps, viendra un temps où les hommes considéreront les animaux comme des frères, un jour viendra où les hommes tels que moi proscriront le meurtre des animaux comme ils proscrivent aujourd'hui le meurtre de leurs semblables. C'est Léonard de Vinci, bien sûr. Hein. Vous avez reconnu Léonard de Vinci. Alors, on n'y est pas encore, hein. On n'y est pas encore, mais on sent quand même que là aussi, à travers certaines directives de la Commission européenne, etc., il y a aussi la douleur des animaux commence à intéresser les humains. Et ça aussi, ce sera, à mon avis, un progrès de cette société. Mais voilà, troisièmement, le progrès au prix de 4 perversions. 4 perversions essentielles que nous n'avons pas, pour l'instant, pu résoudre et desquelles il nous faudra sortir, je pense. La première, c'est que c'est une société qui est fondée sur la frustration, sur l'envie, sur le mimétisme, sur le jetable, sur le fait que je désire ce qu'ont les autres, et c'est là que je convoque René Girard, si vous voulez, qui fait que c'est une société fondamentalement violente. Je ne peux pas être pacifié. Comme disaient les pères de l'Église, l'envie, c'est la croix des envieux. C'était le seul péché, l'envie, qui n'était pas puni parce que les envieux se punissaient eux-mêmes. Mais c'est vrai que c'est une société de la frustration et qui ne peut exister que par le renouvellement perpétuel des besoins et par le fait qu'il faut aguicher perpétuellement les besoins. Bon, je suppose que vous avez, Laurent, un téléphone portable. Et vous avez toujours vécu avec un téléphone portable, parce que vous êtes d'une génération où on a toujours vécu avec un téléphone portable. Mais moi, j'ai passé une grande partie de ma vie sans téléphone portable. Je me portais très très bien, si je puis le dire. Bon. Deuxième perversion de cette société, la servitude. Malheureusement, Homo economicus est rationnel, Homo economicus est libre. Bien sûr, je sais bien que c'est le travailleur libre qui choisit son patron et que le travailleur choisit aussi son patron, que le patron choisit son travailleur. Mais, de fait, le travail est quelque chose de pénible et le travail est une souffrance. Pas pour les chercheurs, justement. Alors là, hélas, je suis dans un monde où tout le monde me dit, il raconte des blagues. Parce que c'est vrai que c'est l'un des rares travaux, ou pas pour le journaliste, ou pas pour ou pas pour le poète, ou pas pour l'écrivain, et certainement pas pour le chercheur. Le travail n'est pas, en général, une souffrance, sauf quand il doit faire sa thèse, accumuler des publications pour passer maître assistant, maître de conf, et ensuite professeur. Là, il est obligé d'en baver un peu, mais une fois qu'il a franchi le cap, il est tranquille. Troisième perversion, c'est la captation de la libido. Alors ça, je ne vais pas insister là-dessus. C'est dans Freud, c'est dans Malaise dans la culture. Freud dit, malaise dans la civilisation qui est devenu malaise dans la culture, Freud dit que le capitalisme ne peut exister que parce qu'il transforme cette magnifique énergie qui est en l'homme, qui est la libido, il la transforme en désir de travailler. Mais heureusement, au passage aussi, il canalise les pulsions de violence de l'homme. Et ces pulsions de violence sont canalisées dans la culture. Et dit Freud, dans ce petit ouvrage qui est absolument admirable, la première forme de la culture, c'est la technique. L'homme a inventé la technique qui est la première forme de la culture. Donc là aussi, notre libido, notre agressivité, tout ça passe dans le travail. Et il vaut mieux, comme disait Keynes, exercer sa tyrannie sur son compte en banque que sur ses voisins. D'accord là-dessus. C'est plus tranquille. Bien. Et il vaut mieux, avec les Allemands, faire du commerce que de temps en temps faire une bonne guerre. C'est le dernier livre de René Girard sur Clausewitz qui montre que la vieille haine
fraternelle des Français et des Allemands, c'est une haine tout simplement mimétique. Quatrième perversion, qui est peut-être assez grave, celle-ci, c'est que ce système des objets peut conduire à une chosification des hommes. Ce que Marx appelait le fétichisme. Le fait que le système des objets, qui est constamment renouvelé, finalement, fait que les hommes ne décident plus, mais que ce sont les objets qui décident pour les hommes. Réfléchissez à ça. Peut-être que la fin de la démocratie est dans cette massification des objets, dans le fait qu'il faille sans cesse passer par les objets, et dans le fait que le marché fait qu'on a le droit de ne plus regarder les hommes dans les yeux. Comme le disait Simmel, l'argent, c'est la grande invention des hommes qui leur permet de ne plus regarder les hommes dans les yeux. Effectivement, je passe par l'argent, ça me permet d'éviter la hiérarchie, ça me permet d'éviter la compassion, ça me permet d'éviter tout ce que vous voulez. Et donc, cette chosification des hommes, je pense que là, il y a un vrai danger d'aller vers ce que j'appellerais le dictateur bienveillant. Vous voyez, le gentil dictateur. Ce n'est même pas le despote éclairé, c'est le dictateur bienveillant qui vous dit ce qu'il faut faire et qui supprime la démocratie. Et pour moi, la Chine est un exemple de dictature bienveillante. Quatrièmement, perversion des perversions, et j'en viens à votre travail de chercheur, vous qui cherchez sur la nature, vous qui cherchez sur l'eau notamment, la guerre aux vivants au nom de l'espérance de vie. Pourquoi la guerre aux vivants au nom de l'espérance de vie? Eh bien, je crois que nous avons choisi d'occulter la violence et la mort, c'est très bien. Et à partir de là, se pose la question de notre dette et de la guerre aux vivants. Pourquoi le technocapitalisme fait-il la guerre aux vivants? Et là, je voudrais vous donner un slogan qui, pour moi, est essentiel. Qui sera le slogan du nouveau paradigme, du futur paradigme, mais qui n'est pas un autre slogan, qui est le suivant? C'est « Nous empruntons la terre à nos enfants ». Nous empruntons la terre à nos enfants. Donc, je suis en train de parler de dette, là. Nous empruntons la terre à nos enfants, c'est-à-dire c'est un renversement symbolique de la dette, extraordinaire, qui fait que le débiteur devient créancier. Mais qu'est-ce que la dette? Qu'est-ce que la dette? Ah, réfléchissons, ça vaut le coup. Aujourd'hui que nous sommes endettés jusqu'au cou et que nous allons payer pendant des générations sans jamais arriver à rembourser, comme les pays d'Afrique qui ont déjà remboursé à peu près 200 fois ce qu'ils devaient et qui continuent toujours à payer. Donc, il faut réfléchir à ce que c'est que la dette. Qu'est-ce que la dette? Eh bien, c'est absolument faux. Nous n'empruntons pas la terre à nos enfants. C'est faux ce que je dis. C'est exactement le contraire. Ce sont les enfants qui nous empruntent, qui héritent de cette terre polluée que nous leur laissons. Mais il faudrait renverser ceci. Nous empruntons en fait la terre à nos parents, bien entendu. Nous sommes débiteurs de nos parents, et nous sommes débiteurs de nos parents parce qu'ils nous ont donné la vie. Et là, Freud ajoute la vie au sens large, c'est-à-dire que nous sommes débiteurs de la nature, les parents, Dieu si vous préférez, nous sommes débiteurs de Dieu, nous sommes arrivés sur Terre et nous avons une dette, nous arrivons sur Terre avec une dette. Ce que dirait Freud, ce que dit Keynes, et ce que je dis d'ailleurs, c'est que nous avons choisi, une fois que nous avons conscience de cette dette, de ne plus tuer les hommes, ça c'était la vieille société, mais nous avons choisi de tuer la nature. Je cite Freud, « Chacun de nous est en dette d'une mort envers la nature et doit être préparé à payer cette dette. Nous assumons cette obligation, cette dette, dont nous sommes quittes à notre mort. » Encore une phrase magnifique, toujours citée par Freud, mais là Freud cite Shakespeare. « Un homme ne meurt qu'une fois, nous devons une dette à Dieu. Celui qui meurt cette année est quitte pour l'année prochaine. Celui qui meurt rembourse ses dettes. » Ou pour le dire à la manière de 10 000 écrivains l'ont dit, mais Dostoïevski l'a dit par exemple, l'argent est une liberté sonnante et trébuchante, l'argent me libère, l'argent c'est de la liberté frappée, l'argent a pouvoir libératoire. Bon, eh bien, la question du crédit et la question de la dette est indissociable de la question, bien sûr, de la culpabilité. Et cette culpabilité, nous allons la transférer, nous allons voir que le capitalisme, ça c'est la grande découverte de Girard, le capitalisme l'a transféré dans l'argent, avec l'argent qui est devenu un bouc émissaire. Il est juste, très juste, de lier la dette et la faute. Dette et faute se disent de la même manière en allemand. Schuld, je cite Nietzsche. L'humanité a également reçu en partage, avec l'héritage des divinités de la race et de la tribu, celui de la pression des dettes impayées et du désir de les liquider. Et encore, la notion morale fondamentale de faute a tiré son origine de la notion très matérielle de dette. Voilà, nous y sommes. Nous sommes aujourd'hui en France en
2011, en novembre 2011. Nous avons quelque chose sur les épaules, des normes dont nous voulons nous débarrasser et que nous avons envie de transmettre à nos enfants. Et Brown, les Freudiens, des gens comme Marcuse, mais ça vous êtes trop jeune, Laurent, pour avoir connu Marcuse, bien sûr. C'était à l'époque de Cohn-Bendit et la Révolution 68, ça, hein. Peut-être Thierry Volton connaît, lui, mais bon. Mais Brown dit, le commerce est né de la culpabilité du péché à partager. Hein. Et le travail est une organisation de la culpabilité partagée. Je suis tout à fait d'accord avec ça, tout à fait d'accord avec ça. Alors comment vous remboursez? Eh bien, vous remboursez par le travail, par le sacrifice de votre vie au travail. La décharge de cette monstrueuse tension qu'est le péché, Max Weber. Voilà précisément, je continue à citer Max Weber, voilà précisément ce qui semble à l'homme précapitaliste le comble de l'inconcevable, de l'énigmatique, du sordide et du méprisable, qu'un être humain puisse choisir pour tâche, pour but unique d'une vie, l'idée de descendre dans la tombe chargée d'or et de richesses. Je serai l'homme le plus riche du cimetière. Voilà, effectivement, l'homme qu'a fabriqué le technocapitalisme. Eh bien, le capitaliste, l'homme du technocapitalisme est l'homme le plus riche du cimetière. Alors, comment rembourser? Je répète que je rembourse par le travail, tout au long de ma vie, puisque je suis quitte par ça au moment de mourir. Donc, je refuse de tuer, très bien. Ce serait beaucoup plus simple, dit Girard, pour rembourser mes dettes, de tuer mes créanciers. Et tuer mon premier créancier, ça c'est le vieux mythe freudien, puisque je suis mon premier créancier, c'est mon père. Effectivement, le meurtre du père, c'est la meilleure des choses à faire si je veux liquider les dettes. Sauf que, dans cette société, lorsqu'il se passe cette chose-là, lorsque je tue les autres, eh bien, c'est une société qui est invivable. C'est la société de la vendetta, c'est la société de la violence réciproque, c'est la société à la Corse où la violence ne s'arrête jamais. Et pour arrêter la violence, il faut que je trouve un bouc émissaire. Et vous allez voir cette chose étonnante. Étonnante. L'État acquiert le monopole de la violence. C'est la définition même de l'État, d'accord? Il acquiert le monopole de la violence. Eh bien, il est normal qu'il ait le monopole de l'émission de l'argent. Il abolit la violence des hommes, les uns contre les autres, et il garantit la vie. Et en échange, il a le monopole du crédit. C'est quoi l'argent? L'argent, c'est un papier où il y a marqué « Je sous-signé Jean-Claude Trichet dit que ça vaut 10 €. Et voilà, c'est signé Jean-Claude Trichet. Il faut voir, regardez, sur les euros, vous allez voir que c'est signé Jean-Claude. Bon. Donc c'est quelque chose, une reconnaissance de dette, sauf que la BCE, c'est quelque chose d'aberrant, parce que c'est l'État sans l'État. Ça peut signer du papier, mais derrière, il n'y a pas le monopole de la violence de l'État. Vous avez toute l'histoire de l'Europe qui est résumée en 30 secondes. Là. Donc en échange, l'État offre des signes monétaires qui permettent de vivre en société. Ce transfert de dette, de vie sur l'institution souveraine, eh bien, c'est l'origine régalienne du droit de grâce, bien sûr. L'État, il a le monopole de la violence, il a le droit de grâce et il a le monopole de l'émission des dettes. Eh bien, je pourrais rembourser en tuant les autres, c'est la vendetta. Non, je ne fais pas ça. Je vais rembourser en courant derrière l'argent. Je vais courir derrière l'argent. Ce sera mon bouc émissaire. Hein, ça, c'est tout à fait Girard. Je vais courir derrière l'argent et comme ça, je serai sage, je serai gentil, je ferai du commerce, plutôt que d'aller tuer les autres. Je suis en concurrence. Cum currere, je cours avec les autres, je cours derrière l'argent avec les autres, et je suis en compétition, cum petere, je demande de l'argent avec les autres. Mais le problème, c'est que, hélas, ce système ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que plus la violence des hommes ressurgit, et on la sent ressurgir aujourd'hui, on la sent vraiment ressurgir, on sent vraiment que la crise européenne, derrière, il y a quelque chose qui mitonne, qui bouillonne derrière. On sent que c'est près les particularismes, les phobies, hein, les ostracismes, on sent que tout ça est en train de bouillonner là-dessous, que ça ne demande qu'à ressurgir. Sauf que pour éviter que ça ressurgisse, eh bien, il faut émettre de plus en plus de signes monétaires, de façon à ce que les hommes courent derrière l'argent comme le taureau court, le pauvre bête, derrière le chiffon rouge. Et cette violence, qui fait que les hommes ne peuvent plus l'exercer les uns contre les autres, eh bien, ils vont l'exercer sur la nature. Je n'arrive pas à liquider les dettes. Je ne l'oserai liquider finalement les dettes que lorsque j'en aurai terminé avec la nature. Alors, le capitalisme permet de transférer les dettes. Il est un système où les individus ne doivent rien à personne. Il n'y a plus de dette personnelle. La monnaie est une créance sur les objets. Ces créances, comme les objets, circulent. Sauf que le capitalisme ne peut pas s'arrêter. Il est le moyen le plus radical d'en finir avec les dieux, avec les parents, avec les enfants maintenant, hein, puisque les dettes sont transmises aux enfants et que mes enfants sont mes égaux d'une certaine manière, avec le don de la vie, avec la culpabilité,
avec la nature. Mais, hélas, le temps du capitalisme n'est pas un temps du cycle, c'est un temps linéaire. Il ne peut que continuer, il ne peut que s'accumuler, de sorte que les comptes ne sont jamais soldés. Les comptes ne sont jamais soldés. L'excédent ne peut jamais être soldé. L'excédent ne peut jamais être la preuve de l'expiation, puisque cet excédent est condamné à croître. C'est pour cette raison que sur les marchés circulent de la souffrance et de la culpabilité. Et c'est pour cette raison, là je vais convoquer encore une fois Freud, pardonnez-moi, mais je suis un économiste qui lit beaucoup Freud, c'est pour cette raison que, finalement, eh bien, la dépression économique, c'est une forme de névrose. C'est-à-dire, c'est, comme la névrose de tout individu, quelque chose où une culpabilité ne peut pas être soldée, quelque chose où on ne peut pas s'acquitter, finalement, de la culpabilité. D'où le désir, notre désir de nos générations, de transmettre notre culpabilité à nos enfants. Nous serons très heureux si, finalement, nous arrivons à refiler, si je puis dire, le bébé de la dette et le bébé de la pollution à nos enfants. D'où ce désir de nous défausser de nos dettes sur nos enfants. Parce que, d'une certaine manière, nous avons renversé les choses et nous les considérons comme nos égaux. Voilà. Est-ce que j'ai encore 30 secondes? Oui. Bon, promis. Oui. Parce que je voudrais vous dire quelque chose, comment en sortir quand même. Alors, conclusion, dire « j'emprunte la terre à mes enfants » est un renversement symbolique et psychologique total, et pour te dire, un renversement inconcevable et incohérent. Pour l'instant, car au niveau individuel, vous, père de famille, moi, père de famille, et même grand-père, vous avouez, eh bien, je suis tout à fait convaincu que je ne dois pas transmettre cette dette à mes enfants et qu'il faut que je l'assume. Mais là encore, la contradiction de l'individuel et du collectif. Collectivement, nous avons envie de transmettre la dette, individuellement, non. Alors, pour pouvoir faire ce renversement essentiel, il faudrait redécouvrir que la nature est un luxe. Et là, je vais être, pardonnez-moi, pessimiste. Vous dites, bon, il n'arrête pas d'être pessimiste, il va être encore plus pessimiste, il commence à nous agacer celui-là. Non, mais vous allez voir. Il faut redécouvrir, je crois fondamentalement, que la nature est un luxe. Vous vous souvenez des phrases lorsque les Indiens Navajo se déplaçaient, ils disaient « nous marchons dans la beauté ». Sauf que c'était des sociétés purement guerrières qui tuaient les autres hommes et qui les mangeaient. Bien sûr, c'était des sociétés cannibales. Alors, la société capitaliste détruit la nature parce qu'elle refuse de détruire les surplus. Très bien. Et la nature, c'est la forme essentielle de son luxe. Toutes les sociétés archaïques sont fondées sur le souci de ne pas accumuler. Et la non-accumulation est de préserver, la non-accumulation, c'est la manière de préserver la nature. De sociétés qui sont fondamentalement parasitaires et qui sont des sociétés d'abondance aussi, qui ne sont pas des sociétés pauvres, contrairement à ce qu'on croit. Ce sont des sociétés d'abondance. Sauf que dans ces sociétés, le luxe, c'est la guerre. Très différent des sociétés paysannes, à la romaine. Lorsque les Romains inaugurent le Colisée, ils tuent un peu plus de 9000 bêtes sauvages magnifiques, des panthères, des lions, tout ce qu'ils ont pu ramasser en Afrique. Ils en tuent pratiquement 10 000 bêtes magnifiques. Donc ce sont eux qui ont dépeuplé l'Afrique plus que nous. Ils se sont régalés, si je puis dire. Alors notre société fait la guerre à la terre, le saccage des forêts, l'empoisonnement des eaux, des océans, etc., la destruction des ressources halieutiques, autant de dépenses somptuaires. C'est-à-dire que lorsque je détruis une forêt, il faut bien voir ça comme dépense somptuaire. Je détruis quelque chose de luxueux, je détruis de l'exubérance, je détruis de la beauté. On va dire un mot sur la beauté, car les chercheurs vont avoir affaire à la beauté bientôt. Eh bien, malheureusement, cette société, et là je vais faire quelque chose de très politiquement incorrect, j'en suis navré auprès de tous les représentants élus démocratiquement dans cette salle. Ça va être très incorrect, parce que cette société est profondément démocratique. Notre société est démocratique. Lorsque mon ami Hervé Kempf écrit « C'est riche qui tue la planète », il a tort. Il a tort. C'est faux. Alors c'est vrai au sens où les riches sont de mauvais modèles et qu'il ne faudrait pas se balader en Ferrari dans les rues encombrées de Paris. C'est vrai que c'est ridicule, ça. Il faudrait qu'ils vivent comme des moines pour que le peuple vive comme des moines. D'accord, c'est un effet de démonstration, etc. Mais en fait, c'est l'accroissement phénoménal de population qui tue la planète. Et c'est le luxe le plus démocratique qui soit. En ce sens, ce n'est pas un luxe. Mais c'est bien notre part maudite moderne, notre part maudite noire, discrète, qui n'est pas étincelante comme la guerre des Indiens Navajo ou des Apaches, c'est bien notre destruction de la nature à notre manière. Et je reviens à la Chine que j'avais citée au début. Je reviens à la Chine. La Chine n'a pas besoin des individus citoyens. La Chine a besoin des individus consommateurs.
Elle n'a aucun besoin des individus citoyens et elle réalise l'extraordinaire prédiction de Tocqueville, la Chine, je trouve, qui, dans De la démocratie en Amérique, prévoyait l'émergence d'individus libres de consommer ce qu'on leur offre, c'est-à-dire une pseudo-variété de produits identiques, Pepsi plutôt que Coca, ou Mac plutôt que PC, ou Orange plutôt que Bouygues, que sais-je. Et je cite Tocqueville, cette phrase magnifique, « La foule innombrable des hommes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs dont ils emplissent leur âme. » Le pouvoir, c'est surtout ça qui est important dans cette phrase, c'est ça, le pouvoir aime que les citoyens se réjouissent, pourvu qu'ils ne songent qu'à se réjouir. Eh bien, je crois que la menace chinoise, c'est aussi la menace de ce monde apolitique où ce sera le dictateur bienveillant qui décidera de la consommation des masses. Et que le chercheur a un rôle éminent, éminentissime à jouer pour éviter de participer à l'avènement du despotisme bienveillant. Alors, voilà, le problème, c'est que le luxe, ça pose un vrai problème, la Terre, parce que le luxe est, hélas, inégalitaire et improductif. Et il n'est pas démocratique non plus. Donc voilà le paradigme qu'il nous faut trouver. Cette grande contradiction. Il faut marier la production avec le luxe, avec le livre de la nature, et il faut réconcilier le luxe et la démocratie. C'est un enjeu extraordinaire. Autrement dit, il faut d'une certaine manière réconcilier la technique et la beauté, l'utile et la beauté. Comme disait Théophile Gautier, tout ce qui est utile est laid. Eh bien non, ce n'est pas vrai. À démontrer désormais que ce qui est utile peut être beau, et nous marcherons, nous aussi, dans la beauté, comme les Indiens Navajo. Ne croyez pas que j'ai envie d'être un Indien Navajo. Je sais qu'ils pratiquaient les pires tortures qu'on peut imaginer, pires que celles des Maoris encore. Bon. Et j'en viens à ma conclusion, les sorties de la société techno-capitaliste. Alors, il y a la sortie libérale, première sortie, la sortie libérale ou marxiste. Alors là, je ne sais pas. Les gens vont se dire, oh là là, ils mélangent vraiment. Non, c'est des sorties optimistes. C'est des sorties optimistes. Sortie libérale ou marxiste, où les gains infinis de productivité vont faire qu'on va toujours s'en sortir. On s'en sortira toujours. Ça, c'est la sortie Alain Minck. Toujours, il me dit, bon, mais vous inquiétez pas, il y aura des gains de productivité, vous inquiétez pas, il y aura des gains de productivité. Oui, il n'a pas tort, il y a eu beaucoup de gains de productivité, mais sauf que parfois, il y a aussi des irréversibilités. Là. Bon. Sortie libérale ou marxiste, les gains de productivité. La deuxième sortie, c'est la sortie pessimiste. Il y a des pessimistes. Il y a Malthus, bien sûr, mais peut-être savez-vous un peu moins que l'un des plus grands pessimistes français, c'était Lévi-Strauss, qui considère que c'est fichu. C'est fichu. C'est-à-dire que l'humanité s'autodétruira. C'est son destin, elle arrivera à la destruction, et il dit que finalement, et uniquement par une pression démographique trop forte, elle sera trop comprimée, trop compressée, trop l'un sur l'autre, c'est la sortie pessimiste. Freud est très pessimiste. Freud, toujours dans ce beau livre Eros et civilisation, Maldès dans la civilisation, parle de la dialectique entre le bien et le mal, Eros et Thanatos, les forces de vie et les forces de mort, et il dit les forces de mort finiront par l'emporter. Bon, lisez un roman comme La Route de Cormac McCarthy et vous verrez que vous aurez envie d'aller goûter à la marmite de cyanure. Bon. Alors on n'en est pas là. Bon, heureusement qu'il y a les chercheurs qui sont là pour sortir de là. La troisième sortie, alors elle est plus intéressante. C'est la sortie technique, dirais-je. La sortie technique de la technique. La sortie technique ou technicienne de la technique. C'est Fukuyama et le transhumanisme. C'est l'humain qui doit aller vers le transhumain. C'est aussi la termitière de Freud. Freud est assez pessimiste, il pense qu'on peut aller vers des sociétés, non pas de dictature bienveillante, mais de dictature dure. C'est le meilleur du monde, c'est 1984, c'est la possibilité d'une île de Michel Houellebecq. Il faut lire les écrivains. Les écrivains nous racontent des histoires plus belles que les économistes. Vous pouvez lire La France sans ses usines de mon ami Patrick Artus, qui est absolument formidable. Lisez d'ailleurs, c'est vraiment une très très belle leçon pour essayer d'aller vers la réindustrialisation de la France. Et puis vous pouvez lire, plutôt que ça, lisez La carte et les territoires de Michel Houellebecq et vous verrez que notre destin, c'est de nous habiller tous en paysans et de faire venir les Chinois riches qui vont consommer du vin frelaté chez nous. Bon. Alors, variante de la sortie technique ou technicienne, c'est l'abondance virtuelle. Ce que je dirais
Les hommes ont besoin d'abondance. Les hommes ne peuvent pas se contenter de rareté. Les hommes sont des mutants. Ils se promènent, ils sont migrants. Ils ont besoin de chercher, de découvrir. Et bon, comme disait Flaubert, un jour l'humanité déménagera vers les étoiles. Peut-être. C'est pas sûr. Alors, c'est l'abondance matérielle réalisée par le progrès infini de la technique. Dans Soleil vert, encore un film assez triste, il n'y a plus de nature, mais il y a des images de la nature. On peut imaginer des hommes branchés en permanence sur des images de la nature, de guerre, sur des images de sexe. On sait très bien que bientôt on aura des petits hologrammes là à côté de nous qui pourront nous jouer ce que vous voulez, Madame Butterfly ou toute autre chose. Bon, il n'y aura pas de problème. Très bien. Ça, c'est la variante de la sortie technique. Mais j'y crois pas trop. Personnellement, j'y crois pas trop. Alors j'arrive à ma conclusion. Et je vais abattre mes cartes, hélas. Je suis bien obligé d'abattre mes cartes à force. Conclusion, un nouveau paradigme. Alors, si j'étais keynésien, c'est-à-dire si j'écrivais dans les années 40, c'est ça le problème d'être keynésien. Malheureusement, 70 ans ont passé, puisque Keynes écrivait la théorie générale, où il parle de la décroissance d'une manière extraordinaire dans la théorie générale, dans le dernier chapitre, en 1936. Donc c'était il y a bien longtemps. Donc il ne voyait pas ce qui s'est passé depuis à peu près 80 ans. Si j'étais keynésien, je dirais sobriété, décroissance, hédonisme, refus de l'accumulation, civilisation des loisirs et des amis, vive la monnaie fondante, vive l'amitié, vive le vin, vive le théâtre, vive le cinéma, les 35 heures qui deviendront les 30 heures, etc., etc. Et Keynes pensait vraiment, dans Perspective pour mes petits-enfants, il annonce une société où les hommes travailleront très peu, où les robots feront la plupart du travail, etc. Bon. Pourquoi je suis sceptique sur cette société, malgré toute l'affection que je peux avoir pour les décroissants, qui moi-même ne suis pas un décroissant, je peux vous le dire. Pourquoi ? Parce que démocratie et égalitarisme ne sont pas compatibles avec la décroissance. La démocratie a besoin de la croissance. Il faut que je me sente égalitaire et que je sente que je peux accéder à ce qu'ont les autres. Malheureusement, l'égalité qui est inscrite au cœur des sociétés nouvelles, et particulièrement de nous Français, exige de la croissance. Et la démocratie, c'est aussi le mimétisme et l'envie. Confère la revanche de la Chine. La Chine est en train de vivre sa grande revanche. Voilà, c'est le mimétisme, effectivement, de la Chine qui fait qu'elle vit sa grande revanche, comme nous avons vécu dans les 30 Glorieuses notre revanche sur les Américains. C'est-à-dire que nous avons accédé au niveau de vie des Américains. Ils avaient la voiture et le frigidaire, le réfrigérateur. Nous avons eu la voiture et le réfrigérateur. Et maintenant que nous avons accédé au niveau de vie des Américains, so what ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors c'est sûr que si on veut sortir de cette espèce d'impasse, il faut que nous ayons un nouveau rapport au temps, un nouveau rapport à l'argent et à la mort. Oui, mais lequel ? Là, je vous avoue que je vous laisse la parole. Je ne sais pas. Cher Laurent, peut-être vous le savez. Et il nous faut aussi un nouveau rapport à la technique. Ça, c'est sûr. Mais lequel ? Nous avons d'énormes besoins de productivité et de robotisation. Nous les avons. C'est évident que nous aurons d'énormes besoins de robotisation. Donc la technique doit jouer son vieux rôle d'accumulation du temps, d'épargne de temps. Elle doit toujours le jouer, ce rôle-là. Et là, vous êtes là, les chercheurs, pour le donner. C'est toute la question du troisième âge, de la quatrième âge, de la dépendance. Tout le fait que les travaux pénibles doivent disparaître. Il ne faut plus qu'il y ait de caissières dans les supermarchés. Alors si je dis ça, évidemment, je vais me faire traiter d'affameur du peuple. Mais non. La nature de l'homme, c'est de supprimer la douleur. Je crois que cette société veut supprimer la douleur. Mais là, il nous faut un nouveau rapport au travail, c'est sûr. Il faut que le travail cesse d'être pénible. Un nouveau rapport à la connaissance. Il faut retrouver la poésie du travail. Je crois que c'est possible. Et je crois que beaucoup de gens se posent cette question. Je pense à un chercheur américain comme Richard Sennett, qui a écrit un livre qui s'appelle « Ce que c'est la main », où il se pose la question de l'artisanat, l'artisan, l'artiste, même Racine, etc. Le fait que je suis capable de faire un travail fini, qui m'appartient, qui est un objet que je vois, que je peux toucher, que je peux faire toutes les étapes du processus de production. Et oui. Et ça, ce n'est pas l'entreprise sans usine, hein, loin de là, de ce pauvre Tchuruk, c'est le contraire, au contraire, c'est-à-dire c'est l'entreprise à l'allemande où effectivement tout est intégré depuis la tête du penseur jusqu'au dernier qui visse les boulons. Je suis capable de voir quelles sont toutes les étapes de la production. Ce n'est pas l'éclatement comme aujourd'hui. Donc il faut un nouveau rapport au travail et à la connaissance. Travail créatif, j'y crois beaucoup. Travail artisanal. Ce que c'est la main. Je pense que l'homo economicus va devoir céder la place à un homo que j'appellerais benignus. Benignus, ça veut dire celui qui est capable de donner. Celui qui est capable de donner
autant que de prendre. Alors ça, c'est tout à fait nouveau, parce que là, hélas, ou tant mieux, et je suis ravi de vous le dire, chers amis, la figure du chercheur s'impose. La figure du chercheur s'impose. Je ne crains pas de dire que l'homme de demain, c'est le chercheur. Le chercheur, c'est celui qui transcende la question de l'individuel et du collectif. C'est celui qui est capable de donner sans perdre, ce qui est extraordinaire. Homo economicus n'est pas capable de donner sans perdre. C'est son litre d'essence, c'est sa voiture, c'est sa propriété, c'est son chien, etc., etc. Mais le chercheur, s'il veut progresser, il est obligé de donner et d'accepter de prendre aux autres ce que les autres ne perdent pas. Sinon, il n'est rien du tout. Il est dans son coin, peut-être qu'il trouvera le fil à couper le beurre, mais il aura trouvé le fil à couper le beurre, il n'aura pas de beurre, il sera avec son espèce de truc dans les doigts, il ne trouvera pas. Donc, le chercheur, c'est vraiment la figure qui s'impose dans le paradigme de demain. Et j'ajoute enfin, c'est que le chercheur efface la question de l'abondance. Vous savez que l'économie est née de la rareté. C'est parce qu'il y a de la rareté, qu'il y a des coûts, qu'il y a de l'exclusion, qu'il y a de l'économie, qu'il y a des marchés, etc. Mais cette question de l'abondance qu'ont cherché Jean-Baptiste Say en disant « la nature est inépuisable » et Karl Marx en disant « le travail réalisera une accumulation telle qu'il y aura la prise au tas et que la frustration disparaîtra », le chercheur, lui, il est dans l'abondance. Par définition, le chercheur, il est dans l'abondance car il n'est jamais rassasié de ses découvertes. D'une certaine manière, il est assez proche du poète. Donc, le travailleur est mort, vive le chercheur et vive l'IRSTEA. Voilà. Très bien. Merci Bernard Maris. Merci.